Voici un chiffre hallucinant. En 1979, une maison coûtait en moyenne 73 000 $ aux États-Unis. Aujourd'hui, il faut débourser 514 000 $, une augmentation de 604%. Sauf que le prix en or de cette maison, lui, n'a pas bougé. Il fallait 268 onces d'or en 1979 et c'est toujours le cas aujourd'hui. L'or apparaît donc comme une fantastique réserve de valeur. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, l'or était utilisé comme monnaie. Au XIXe siècle, avec l'apparition de la monnaie papier, il reste le sous-jacent auquel la monnaie est adossée jusqu'à l'abandon de l'étalon or en 1971. Aujourd'hui, il reste perçu comme un placement alternatif et comme le dit Warren Buffett, une relique barbare. Mais au final, est-ce que vous ne feriez pas mieux de simplement acheter et garder de l'or plutôt que de courir après des rendements hypothétiques dans des devises qui perdent leur valeur tous les jours? La question est sérieuse et je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Mais aussi, pourquoi l'or jouit-il de ce statut spécial? D'abord, c'est un élément inaltérable, mais c'est aussi l'un des actifs les plus liquides au monde. Sa valeur est universellement reconnue. Vous pouvez revendre de l'or partout dans le monde. Enfin, il a l'avantage d'être rare, ce qui préserve sa valeur, contrairement aux devises des banques centrales qui peuvent être créées de toutes pièces en faisant tourner la fameuse planche à billets ou en ajoutant des zéros sur un compte bancaire. D'ailleurs, les banques centrales ne s'y trompent pas, elles achètent de l'or en masse puisque sur les 3 premiers trimestres de 2023, elles ont acheté pour 800 tonnes d'or. C'est un rythme supérieur à 2022 qui était pourtant une année record. Dans cette vidéo, on va donc voir comment l'or a acquis ce statut si spécial, comment la monnaie papier est née, les avantages et les inconvénients de l'étalon or et pourquoi il y a une ruée vers l'or de certaines banques centrales aujourd'hui et est-ce qu'il est judicieux pour vous d'acheter de l'or aujourd'hui. On va commencer avec la naissance de l'or comme monnaie et de l'étalon or. On va revenir sur cette norme monétaire. C'est important parce que vous allez voir que dans ce domaine aussi, en fait, l'histoire se répète. Et donc, ça va vous permettre de bien comprendre des phénomènes qui se produisent aujourd'hui sous vos yeux. Remontons 600 ans avant Jésus-Christ dans la ville de Sardis, capitale de la Lydie dans l'actuelle Turquie. Les marchands et les soldats qui transitent par ce carrefour de grandes routes commerciales sont encombrés par tout ce qu'ils doivent transporter comme monnaie d'échange, c'est-à-dire des matières premières, des animaux, des objets volumineux ou lourds. Et ils cherchent un moyen de faciliter les échanges avec quelque chose qui aurait un rapport valeur-poids élevé. La solution apparaît dans la rivière qui traverse la ville et qui porte le nom de Pactole. Cette rivière charrie des paillettes d'or qui vont être utilisées pour fabriquer des pièces dont la valeur est garantie par le roi. D'ailleurs, pour l'anecdote, quel est le roi, ce célèbre roi de Lydie qui a régné à cette époque-là? Dites-le moi en commentaire. Ces pièces d'or deviennent la monnaie courante dans le bassin méditerranéen et c'est également la première devise acceptée dans le commerce de la soie et des épices avec l'Orient. La pratique de battre monnaie s'étend à l'Europe et à l'Asie. Et justement, grâce à vous, mon livre Par ici la sortie va s'étendre à toute l'Europe et à l'Asie également. Vous avez évidemment la possibilité de vous le procurer en description pour le lien. Retrouvez-le pour apprendre à créer votre liberté financière. Je vous explique tout de A à Z sur les étapes à franchir, les piliers à utiliser et comment vous pouvez le faire à votre manière. Les Romains vont aussi s'appuyer sur l'or pour édifier leur empire. C'est intéressant parce que la dévaluation de monnaie existe déjà à l'époque. Par exemple, l'auréus romain, la pièce de plus grande valeur, eh bien, sous le règne de l'empereur Auguste, elle pesait 7,85 grammes d'or. Et au fur et à mesure, les empereurs se succèdent et le poids diminue. Sous Valérien, elle ne contient plus que 3,10 grammes d'or. Alors, l'une des explications à ce phénomène, c'était tout simplement une pénurie d'or face à des besoins financiers considérables. Mais l'autre, c'est toujours évidemment une gestion financière aléatoire, un petit peu à l'image de ce que l'on voit dans nos pays depuis au moins 20 ans. Et donc, le besoin d'augmenter sans cesse la masse monétaire. Et donc, pour le faire, on met un peu moins d'or dans chaque pièce. Si l'empire romain finit par chuter en 476, l'empire byzantin, lui, va prospérer et perdurer jusqu'au Moyen Âge. Son histoire est aussi intéressante parce qu'elle est directement liée à l'or.
Le christianisme ainsi que le solidus, la monnaie d'or introduite par Constantin, permet à l'Empire byzantin de prospérer. Et pour l'anecdote, limer le bord des pièces pour récupérer des copeaux d'or est interdit et passible de peine de mort. En gros, d'évaluer la monnaie, si c'est le gouvernement qui le fait, ça va, mais sinon, c'est un crime. Et rien n'a changé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imprimer de monnaie, mais l'État, lui, le peut. Au Moyen-Âge, une ville du bassin méditerranéen devient le haut lieu de la construction navale en Europe, c'est Venise. Les ventes de navires lui permettent d'amasser de l'or et les monarques européens s'endettent constamment auprès des banquiers de la région. Et donc Venise voit alors en Constantinople, qui est la capitale de l'Empire byzantin, sa rivale dans les échanges avec l'Orient. Et donc il se demande comment la faire tomber. Eh bien la solution va venir des chevaliers français en 1202, parce que ceux-ci les supplient de leur fournir des navires nécessaires pour la 4e croisade, et le dirigeant vénitien Dandolo accepte à condition que ce soit lui qui tienne les rênes de la croisade. Donc son but, ce n'est pas de se rendre à Jérusalem, mais de s'approprier l'expédition pour s'emparer de Constantinople. Et donc après 900 ans d'opulence, Constantinople tombe. Ces édifices religieux sont pillés pour leur or notamment et d'autres éléments précieux. Avec l'or qu'ils accumulent via le commerce de navires et celui pris à Constantinople, les Vénitiens deviennent les maîtres de l'or et ils finissent par même en fixer le prix partout en Europe. Le ducat vénitien devient la monnaie en vigueur dans tout le bassin et s'étend même à l'Inde et à la Chine. Vous voyez l'importance de l'or dans l'histoire. Et l'histoire se répète. Sardis, Rome, Constantinople, Venise. On est vraiment sur un modèle où, quand vous contrôlez l'or, vous devenez les maîtres du monde. Alors du coup, vous devenez peut-être quels vont être les prochains à former un puissant empire. On va en parler tout de suite. J'aimerais profiter de cette vidéo pour remercier mon partenaire Gold Avenue qui sponsorise cette vidéo. Vous le savez, quand on vit une période d'incertitude comme celle que nous traversons actuellement, eh bien le réflexe c'est de se tourner vers des placements sûrs et des valeurs refuges, comme évidemment les métaux précieux. En effet, l'or, l'argent, le palladium ou encore le platine sont un bon moyen pour les investisseurs de diversifier leur portefeuille et de se prémunir contre l'inflation. Si investir dans les métaux précieux vous intéresse, eh bien Gold Avenue vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, du platine ou encore du palladium facilement et depuis chez vous. Alors comment ça se passe? Eh bien vous achetez les métaux précieux qui vous intéressent, puis Gold Avenue vous propose de les stocker pour vous gratuitement dans la limite de 10 000 € de valeur. Bien entendu, vous restez propriétaire de votre or et vous disposez d'un certificat de propriété. Les métaux, eux, sont stockés de manière sécurisée en Suisse et vous pouvez à tout moment vous les faire livrer dans un emballage discret directement chez vous. Et si vous souhaitez les revendre, eh bien pas de problème, Gold Avenue vous propose de racheter tous les produits stockés chez eux instantanément et sans aucune commission directement au prix du métal du moment. Il vous suffit de vous connecter sur votre compte, tout est clairement expliqué sur leur site. Et côté réassurance, Gold Avenue fait partie du MKS Pump Group, le leader mondial dans la production et le négoce de métaux précieux. Et ils sont notés excellents sur Trustpilot. Vous pouvez aller voir les avis de leurs clients, ils sont très bons. Et avec le code Ferrari20 que Gold Avenue m'a gentiment transmis, vous pouvez bénéficier d'une remise de 20 € lors de votre premier achat à partir de 1 500 €. En 1492, Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde riche en or. Et comme ce sont les monarques espagnols qui l'ont financé, c'est à eux que revient l'or. Ce qui fait qu'au XVIe et XVIIe siècle, d'autres pays devancent l'Espagne sur les océans et établissent des colonies, des comptoirs commerciaux. C'est notamment le cas du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Mais un changement de paradigme va avoir lieu au XIXe siècle avec l'arrivée de la monnaie papier. C'est point numéro 2, la naissance de la monnaie papier. Quels ont été les précurseurs d'après vous? Il s'agit des États-Unis. Ils vont progressivement redéfinir le concept de monnaie et son rapport à l'or. Et je vais vous expliquer cette histoire fascinante. Pourquoi? Parce que début 19e siècle, encore jeunes et en retard sur le plan économique, les États-Unis importent plus qu'ils n'exportent. Leurs espèces métalliques partent donc vers l'étranger, sans compter que même les plus petites pièces d'or ont proportionnellement une grande valeur. Et donc pour pouvoir se développer, ils ont besoin de plus petites espèces. Chaque banque émet donc ses propres billets avec ses propres valeurs et échangeables à leur guichet contre leur valeur en or. On est donc face à une monnaie dette.
chaque billet est une promesse de pouvoir récupérer son montant en or. Mais le développement économique s'accélérant, les billets en circulation dépassent largement les réserves d'or des banques. Et en cas de bank run, beaucoup de banques feraient faillite. Et c'est ce qui va se produire en 1830, parce qu'à l'époque, le gouvernement n'est pas là pour sauver les banques. Le salut de ce nouveau système de monnaie-dette arrive avec la découverte de gisements d'or en Californie à la fin des années 1840. Et ce qu'on voit, c'est que quand il n'y a pas assez d'or, eh bien ça entraîne des périodes de récession et de faillite. On va le voir en 1857 avec le naufrage du Central America qui est chargé d'or. C'est l'équivalent d'or de plusieurs millions de dollars qui sombrent au fond des mers. Et c'est un avertissement face à la dépendance alors du système économique et monétaire. Et face à la guerre civile quelques années plus tard, l'État emprunte, les banques n'arrivent plus à fournir assez d'or et donc on met fin à la compensation de la valeur or des billets en circulation. Les Américains vont donc chercher un moyen de décorréler la monnaie de l'or. Et comment avoir une monnaie en qui les gens ont confiance, même si le bout de papier en lui-même n'a aucune valeur et qui ne constitue pas vraiment une promesse de toucher sa valeur en or? Eh bien voilà la question qu'ils se posent. Et c'est là que naît le dollar, une monnaie papier émise cette fois par le gouvernement fédéral et adossée alors uniquement en théorie. 400 millions de dollars sont mis en circulation à la fin de la guerre civile à cette époque. On a donc d'un côté la valeur de l'or qui dépend de sa demande, la production dans les mines, et de l'autre côté la valeur du dollar qui est décidée par le Congrès américain. Et le taux de change entre l'or et le dollar est fixé quotidiennement par les agents de change. Point numéro 3, la monnaie papier existe en parallèle de l'or. Bien que la valeur du dollar soit désormais décorrélée de celle de l'or continue de circuler. Et certains en profitent donc pour spéculer sur le taux de change entre l'or et le dollar et donc s'enrichir. Jusqu'à un vendredi noir de 1869. Le président de l'époque, Ulysses Grant, va vendre une grande quantité d'or fédéral pour en faire baisser le prix. Tout le monde se met à le vendre avant qu'il ne soit trop tard. Ça fait dégringoler le prix de l'or encore plus vite et des milliers de spéculateurs sont donc ruinés. Malgré cela, l'or reste un moyen de paiement courant ailleurs dans le monde et la ruée vers l'or s'intensifie aussi par exemple en Afrique du Sud ou en Australie. La Première Guerre mondiale ruine la plupart des pays d'Europe, ce qui les exclut de l'étalon or. Et c'est aussi ce qui va se produire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et qui dit guerre dit dépenses extraordinaires, endettement extraordinaire et incapacité des pays belligérants à conserver leurs réserves d'or. Après le krach boursier de 1929, les États-Unis traversent leur grande dépression. Les Américains veulent de plus en plus échanger leurs dollars contre leur valeur en or, ce qui entraîne la faillite de 5000 banques, rien que ça. Et là, le président Roosevelt va prendre une décision radicale. Il ferme les banques, il sort les États-Unis de l'étalon or et retire les lingots et les pièces d'or de la circulation. Les Américains qui avaient thésaurisé, c'est-à-dire accumulé de l'or par précaution, sont forcés d'échanger leur or contre des dollars à un prix bien inférieur à sa valeur réelle, et ce sous peine d'amende et d'emprisonnement. Quand les banques rouvrent, les dépôts en or sont à nouveau supérieurs au retrait, forcément avec ces décisions-là, et de nouvelles faillites bancaires sont évitées. De plus, l'or ne circule plus comme monnaie, il sert seulement à garantir la valeur des billets à imprimer. C'était l'idée de départ, mais elle a été mise en place au détriment des citoyens qui avaient cherché à se protéger en investissant dans l'or. Point numéro 4, les accords de Bretton Woods. Reprenons donc notre voyage au fil de l'histoire. On est arrivé à la Seconde Guerre mondiale, le conflit ruine les pays européens et le cycle se répète comme à chaque guerre. Mais les États-Unis y voient une opportunité incroyable. La signature des accords de Bretton Woods établit un système de change fixe où les pays signataires fixent leur devise au dollar, lui-même convertible en or, à un prix fixe de 35 $ l'once. Le dollar devient donc ainsi la principale monnaie de référence. Les Européens doivent régler leurs dettes en dollars, du coup ils achètent des dollars avec leur or, ce qui fait grimper les réserves d'or américaines et consolide la position du dollar comme monnaie de référence dans le système monétaire international. Mais ce système a une faille. Pour fonctionner, il a besoin d'un afflux permanent de dollars, puisque c'est la monnaie de réserve internationale, et la monnaie d'échange. Or, la présence de dollars dans le circuit international dépend de la balance commerciale américaine. Il faut donc que les États-Unis soient constamment en déficit commercial pour que le système puisse survivre. Mais ce qui fait survivre le système l'affaiblit en même temps, car trop de déficit trop longtemps finit par créer une crise de confiance dans la monnaie. À partir des années 50, les États-Unis s'enfoncent donc dans des déficits commerciaux. Mais à partir du moment où il y a plus de dollars à l'étranger que de réserves d'or
aux États-Unis, il devient donc impossible de garantir la conversion immédiate du dollar à l'or. Et donc, du coup, vous avez des pays qui accumulent d'immenses réserves en dollars. Parallèlement, les pays commencent aussi à douter de la stabilité du dollar à cause de l'endettement croissant des États-Unis pour financer par exemple la guerre du Vietnam. Et du coup, ils demandent de plus en plus à convertir ces dollars qu'ils ont en excédent en or. Mais les États-Unis ne veulent pas voir disparaître leurs réserves d'or. En 1971, le président Nixon décide de suspendre la convertibilité du dollar en or. C'est la fin des accords de Bretton Woods qui marque la fin de l'étalon or international. Et donc le lien entre la monnaie papier et l'or est définitivement rompu. Seule la confiance que les personnes ont envers l'autorité émettrice garantit la valeur de l'argent. On parle de monnaie fiduciaire. Point numéro 5, un zoom sur la France. On a beaucoup parlé des États-Unis, alors je vous propose maintenant de faire un petit zoom sur la France et sa relation à la monnaie et à l'or. Au XVIIIe siècle, la France fait deux expériences de monnaie papier. La première, c'est le système de Law, du nom de l'Écossais qui l'a imaginé. Ce système visait notamment à résoudre le problème de l'énorme dette publique de l'époque, 2,8 milliards de livres tournois, soit l'équivalent de 10 ans de recettes. En 1716, John Law est autorisé à créer une banque privée, la Banque Générale, qui a le pouvoir d'émettre de la monnaie papier convertible en or. Comme c'est une banque privée, les billets sont en réalité comme des actions rémunérées à 7,5%, ce qui est 2 fois plus élevé que les annuités pratiquées à l'époque. Ces actions sont payables pour un quart en espèces et pour le reste en papier d'État. De cette manière, Law attire les capitaux et généralise l'utilisation de la monnaie fiduciaire en France. Pour payer de telles annuités et garantir la convertibilité de ces billets en or, le système de Law repose sur un deuxième pilier, sa compagnie de commerce coloniale qui détient plusieurs monopoles, notamment sur le commerce avec la Louisiane. Les actions de cette compagnie deviennent elles aussi très populaires. Vous comprenez le système. Donc pour financer les activités de sa compagnie, il émet des grandes quantités d'actions et de billets de banque et dans ce même temps, sa compagnie est censée rapporter suffisamment d'or pour assurer la convertibilité des billets et payer les annuités, c'est-à-dire le taux d'intérêt qu'il promet. Sur le plan national, l'idée de Law est d'attirer les espèces métalliques qui circulent dans le royaume et en échange d'écouler de la monnaie papier reposant sur la puissance économique de la France dans le commerce colonial. Ce système entraîne une hausse rapide des prix des actions et d'augmentation de la masse monétaire. La dette publique baisse. 3 ans plus tard, Law fusionne sa banque et sa compagnie de commerce et cela va intensifier la spéculation. Donc vous voyez bien le parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis dont on a déjà parlé. Tout d'abord, la monnaie papier convertible en or requiert un afflux constant d'or. Si cet afflux est interrompu, que ce soit parce qu'il y a un paquebot qui coule ou par un ralentissement des échanges commerciaux, eh bien ça va poser problème. Ce système entraîne aussi de la spéculation, ce qui au final conduit à sa perte. Et enfin, il y a un point faible et pas des moindres, le risque de bank run. Si trop de gens demandent à convertir leurs billets d'un seul coup, il n'y a en réalité pas assez de réserves. Les gens n'ont plus confiance et le système s'effondre. En 1720, la compagnie de Law est proche de la banqueroute parce que le commerce avec la Louisiane ne fonctionne pas aussi bien que prévu et il a besoin de métaux précieux pour continuer à alimenter son système. Il profite donc de son poste de contrôleur des finances pour mettre fin à la thésaurisation de l'or et de l'argent. Pour cela, il interdit la possession de plus de 500 livres de métaux précieux par foyer, sous peine de confiscation et d'amende. Les dénonciations sont aussi récompensées et ceux qui résistent sont perquisitionnés. Comme vous pouvez l'imaginer, la colère gronde suite à ces mesures liberticides et dans le même temps, la méfiance s'installe. Plusieurs grands noms de la noblesse viennent retirer leur or au siège de la banque, entraînant des émeutes qui font plusieurs morts. Ces événements précipitent l'effondrement du système de Law. Il y aura une autre expérience de monnaie papier pendant la Révolution française, les assignats. Là encore, la dette publique est très élevée et il faut trouver de l'argent. Le député Talleyrand a l'idée de confisquer les biens du clergé, qui deviennent purement et simplement des biens nationaux. C'est un apport de patrimoine considérable, mais dont la vente va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, les caisses sont vides. C'est pour résoudre ce problème que les assignats voient le jour. Alors comment ça fonctionne? La valeur des biens est divisée en assignats, comme si c'était des actions. Et si vous voulez acquérir des parts dans les biens nationaux, vous achetez des assignats. Comme ça, les caisses sont renflouées de façon indirecte en attendant la vente des biens. Lorsque la vente est réalisée, les assignats
remboursés, eh bien ceux-ci doivent évidemment être détruits. Mais très vite, les assignats cessent d'être convertibles en or et deviennent une véritable monnaie papier. L'État en use et en abuse pour ses dépenses courantes au point de ne pas détruire les assignats qu'il récupère, d'imprimer plus d'assignats que la valeur réelle des biens nationaux. Vous voyez, l'histoire se répète. L'assignat se déprécie, mais les finances de l'État en dépendent, alors des lois sont votées. Par exemple, quiconque refuserait un paiement en assignat peut être condamné à de l'emprisonnement, voire à mort. Les prix sont libellés en assignats, le commerce au moyen de métaux précieux est interdit. En 1796, les assignats en circulation équivalent à 45 milliards de livres, alors que la valeur des biens du clergé ne dépasse pas les 3 milliards. La crise économique fait donc rage, les assignats disparaissent au profit d'un nouveau système qui connaîtra le même sort. Dans le dernier épisode français dont je voulais vous parler, c'est celui des emprunts russes. Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, le gouvernement impérial russe a émis des obligations. C'est-à-dire qu'il a besoin de faire un emprunt sur les marchés financiers internationaux pour financer des projets d'infrastructure, de modernisation et pour couvrir les dépenses des différentes guerres dans lesquelles il est engagé. À l'époque, la France vient d'être défaite par les Prussiens et cherche donc des alliés puissants comme la Russie. C'est dans ce contexte que la France encourage ses citoyens à souscrire aux emprunts russes. Les annonces officielles déclarent même que prêter à la Russie, c'est prêter à la France. Ces obligations sont convertibles en or, ce qui sert de garantie pour attirer les investisseurs et renforcer la confiance dans ces titres. Bien que la Russie soit hyper endettée, les coupons sont payés régulièrement, donc le système se maintient jusqu'à la Révolution en 1917. Cette année-là, les bolcheviks dirigés par Lénine prennent le contrôle et répudient l'intégralité de la dette contractée par le gouvernement tsariste. Les banques continuent toutefois d'honorer les coupons qui se présentent à leur guichet. Les investisseurs, eux, espèrent une reprise tout au moins partielle de la dette par la France et qu'un nouveau gouvernement russe revoie ses positions. Ça ne sera pas le cas. Dans cet article, par exemple, de la Nouvelle République, on lit « C'est une catastrophe pour un nombre considérable de Français, pas forcément très riches. Comme le système de retraite n'existait pas encore à l'époque, souscrire à un emprunt d'État permettait de recevoir chaque mois une rente en échange du petit pécule placé. L'inflation de l'entre-deux-guerres achèvera de les ruiner. Pendant 80 ans, la situation perdure. En 1997, le gouvernement russe et français signent un accord par lequel ils s'engagent à ne pas soutenir les créances de leurs ressortissants nés avant 1945. Les créances, pas les ressortissants. En gros, la créance existe toujours, vous avez le droit de la réclamer, mais ne comptez pas sur l'État français pour intervenir. Dans le cadre de cet accord, la Russie verse 400 millions de dollars à la France lors du recensement organisé l'année suivante pour distribuer la compensation. On dénombre un peu plus de 316 000 porteurs pour 9,2 millions de titres. Seulement voilà, sur les 400 millions versés par la Russie, seuls 40 sont destinés aux porteurs, ce qui est ridicule comparé à la valeur réelle du titre évaluée par les experts à plus de 6 000 euros. Donc pour 9,2 millions de titres, la Russie aurait dû donc verser plus de 55 milliards de dollars aux porteurs français. Plusieurs associations ont vu le jour pour défendre les porteurs lésés, mais c'est sans doute évidemment peine perdue. Ce que cet épisode nous montre, c'est que lorsque vous avez un papier convertible en or, il faut que la promesse puisse être tenue, c'est-à-dire que l'émetteur détienne suffisamment de l'actif sous-jacent, ici l'or. C'est la même histoire à chaque fois et ça amène à se poser la question par exemple sur l'ETF or. Ont-ils les réserves en face ou est-ce une énième supposée convertibilité? Il l'affirme, mais est-ce vrai? Point numéro 6, achat record d'or par les banques centrales. Fermons la parenthèse française et revenons à ce qu'on observe aujourd'hui à l'international. On n'efface pas 2 millénaires de confiance dans l'or comme ça. L'or reste une valeur refuge. Il préserve la richesse en cas de crise et il reste accepté quand les devises fiduciaires sont refusées, comme lorsque Vladimir Poutine a refusé les euros et les dollars pour l'achat de gaz russe et qu'il a demandé de l'or. Alors, même si les monnaies ne sont plus adossées à l'or, on voit bien que de nombreuses banques centrales achètent de l'or en masse. Cela reste un gage de sérieux, un poids dans la balance de la confiance que l'on peut faire à un pays. Au 30 septembre 2023, les achats depuis le début de l'année étaient dominés par la Chine,
la Pologne et Singapour. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les banques centrales se ruent sur l'or. Bien que les talons or n'existent plus, les banques centrales améliorent la perception et la confiance que les autres pays ont de leur économie et donc de leur monnaie. Elles renforcent aussi la souveraineté de leur monnaie, ce qui est par exemple la motivation principale de la Pologne. L'or étant un actif contracyclique, les banques centrales se protègent aussi contre l'inflation et contre la volatilité des marchés financiers. C'est par exemple ce qui explique que la Turquie faisait face à une inflation croissante et a été parmi les plus gros acheteurs d'or en 2022. C'est aussi le moyen de se dédollariser, en particulier pour les économies émergentes. En effet, les décisions de la Réserve fédérale américaine ont des conséquences sur plein d'autres pays. Par exemple, en influant sur le taux de change du dollar, les prix des matières premières comme le pétrole, etc. Et donc, acheter de l'or, ça permet au moins de neutraliser ou d'atténuer ces effets. Ça signifie aussi une certaine neutralité vis-à-vis de pays qui ne sont pas en bons termes avec les États-Unis, comme par exemple la Russie. Cela fait partie des motivations notamment de la Chine et de l'Inde. C'est aussi un moyen pour les banques centrales de s'assurer des liquidités à court terme si besoin. On peut penser que c'est la raison pour laquelle la Turquie figure cette année parmi les plus gros vendeurs. Face à cette frénésie, il y a aussi des pays qui semblent complètement désintéressés par l'or, en tout cas selon leurs données officielles. Par exemple, l'Allemagne qui vend régulièrement de l'or depuis le début des années 2000. La France, la Suisse et les États-Unis qui ont des réserves inchangées depuis la fin des années 2000. Quant au Canada, il n'a plus aucune réserve depuis 2016. On remarque ici que les pays très alignés avec les États-Unis abandonnent ou ne développent pas leurs réserves en or comme s'ils étaient des États américains, alors que les autres pays ont plutôt tendance à faire des réserves. Cela peut s'expliquer par le niveau de financiarisation de l'économie. La Turquie n'est pas une grande place financière alors que la France et l'Allemagne le sont. C'est une forme de garantie pour les créanciers qui ne sont pas du coup rassurés par la surface financière de ces pays. On observe donc une tendance des économies émergentes et en développement à augmenter leurs réserves d'or et une tendance des économies développées à les réduire. Comme je vous le disais avant, l'alignement avec les États-Unis entre aussi en ligne de compte. Les pays ayant des relations conflictuelles avec les États-Unis ont moins confiance envers le système financier adossé au dollar. Il n'est donc pas surprenant que les achats d'or augmentent avec la distance géopolitique. En regroupant les pays selon leur degré d'alignement avec les États-Unis, on constate que tous les pays, sauf les plus alignés, ont augmenté leurs réserves d'or depuis 2008. Point numéro 6, pourquoi acheter de l'or en 2024 ? L'or reste un actif particulier. Il faut le voir comme une garantie anti-apocalypse, car l'or ne produit rien. Selon votre moment d'achat, vous avez gagné ou perdu, et c'est le truc le plus perturbant avec l'or. Aucun analyste n'a la réponse à la question pourquoi l'or ne vaut pas plus, étant donné que tout ce qui se passe au niveau économique en ce moment. Il existe plusieurs moyens alternatifs de vous assurer en achetant des actifs, comme le fait d'acheter des actions par exemple de sociétés minières comme Rio Tinto, Newmont ou Barrick Gold. Faites des recherches, ce ne sont que des exemples, pas des recommandations d'achat. Ou alors en achetant d'autres métaux comme l'argent ou le palladium. Je vous le rappelle que vous avez en description d'ailleurs un code promo dont vous pouvez bénéficier avec mon partenaire Gold Avenue. Vous aurez une remise de 20 € lors de votre premier achat à partir de 1 500 €. L'or est aussi utile pour tout simplement vous débancariser, vous protéger en cas de crise bancaire. J'ai d'ailleurs un programme qui vous explique comment vous débancariser. Je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. C'est aussi utile pour vous protéger de l'inflation et vous mettre à l'abri d'une dévaluation criminelle de la monnaie. Et aussi parce que c'est facile tout simplement à transmettre. Transmettre des pièces ou des lingots, c'est plus facile à faire de manière discrète. Alors, une fois qu'on a vu tout ce qui s'est passé au niveau des nations, on peut se demander ce qui serait passé au niveau individuel. Comme je le disais au début, la valeur d'une maison en or n'a pas changé depuis très longtemps. L'histoire semble donc démontrer l'extraordinaire capacité de l'or à garder la valeur. Même si le cours de l'or ne semble pas refléter cela dans les années récentes, je sais que les pays finissent par faire faillite, que les devises sont dévaluées et que l'or reste donc une valeur refuge. Parce que même si c'est un actif non productif, contrairement par exemple à l'immobilier, c'est un moyen efficace de préserver votre richesse pour ensuite faire les soldes
sur les actifs dépréciés. L'or a l'avantage de ne pas être contrôlé par une entité en particulier et dans 20 ans, vos enfants vous remercieront du petit lingot que vous leur aviez offert tandis que le billet de 500 € ne vaudra peut-être plus grand-chose.